Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Bon midi tout le monde et bienvenue à notre émission d'actualité d'affaires publiques à Pure FM. Mon nom est Jean-Saint-Pierre, j'anime Côte-Nord Attitude et ce mercredi midi, je suis en compagnie de Valérie Dionne, animatrice notamment de Y'a des matins. Bonjour Valérie. Bon midi Jean, bon midi tout le monde. On a une émission où on va parler d'actualité économique, entre autres à Côte-Nord Attitude ce midi. D'abord, on va le faire avec Josée Méthode. Elle est présidente directrice générale de l'Association minière du Québec. L'association a réalisé une étude exhaustive auprès de ses membres qui nous révèle des statistiques et la région se retrouve au 3e rang. On est même derrière la région de Montréal selon ces statistiques pour ce qui est des retombées de l'industrie minière au Québec. On va parler bien sûr de la situation dans l'industrie du fer qui est très présente à cette île Port-Cartier, bien sûr avec Rio Tinto et ArcelorMittal. Donc Josée Méthode, présidente et directrice générale de l'Association minière du Québec, sera avec nous en entrevue dans quelques instants à Côte-Nord Attitude. Ensuite de ça, on a en tournée ici la présidente de la Fédération des familles d'accueil, Valérie. Oui, et ressources intermédiaires du Québec, elle s'appelle Geneviève Rioux et elle vient ici, entre autres, pour rencontrer le comité local de concertation du Centre jeunesse de cette île, mais également pour parler du rôle des familles d'accueil, du manque de ressources d'accueil aussi, des enjeux financiers que ça représente également. Donc, on va jaser de ça avec elle. Est-ce qu'on en recherche des familles d'accueil chez nous? Comment on pourrait améliorer les services? Qu'est-ce que c'est qu'une bonne famille d'accueil aussi? Moi, j'ai plein de questions pour elle, donc elle sera avec nous aux alentours de 12h25, Geneviève Rioux. Et belle activité annuelle prévue tout au cours de la fin de semaine au centre socio-récréatif de cette île, le Salon de Noël. Toi qui adore la fête de Noël, tu vas aller faire un tour, c'est sûr. Oui. Ce sont nos artisans et artisanes de cette île qui exposent leurs œuvres conçues justement pour la fête. Le Salon de Noël, ça revient à chaque année. Cette année, je pense qu'on a beaucoup d'artisans là. Ils vont être 2 par kiosque à l'intérieur du gymnase. Ça va être rempli de belles choses originales. Fernande Forbes est de retour à la présidence de l'Association sept-îlienne des arts et de la culture. Elle sera avec nous en entrevue vers 12h35, 40 minutes sur nos ondes. Et en fin d'émission Côte-Nord Attitude, on a notre chronique économique avec développement économique cette île. C'est le président Marc Brouillette qui sera avec nous pour la dernière de 2016. On fait le bilan de la dernière année. Il y a eu vraiment des événements importants là dans l'actualité économique. On pense au retour de Yara International avec Mine Arnaud par exemple. Des choses qui nous permettent de l'espoir pour 2017. C'est sûr qu'en 2015-2016 notamment la faillite de Cliff, on a vécu un sérieux ralentissement et on a revu notre dépendance à l'industrie du fer, au fer qui transite par chez nous mais les perspectives sont quand même bonnes pour 2017. On en parle avec le président de développement économique cette île en chronique en fin d'émission Côte-Nord Attitude. Avant cette série d'entrevues sur nos ondes, on vous propose à l'instant un bulletin d'information régionale. Actualité Pure FM. Mais d'abord, il y a Corrad Stéphane Baudin qui se lance en politique municipale. Corrad Baudin sera candidat en 2017 pour le poste de conseiller municipal dans le district Moisy-les-Plages. Connu comme artiste country, il souhaite du renouveau dans le secteur qu'il habite depuis 8 ans. Corrad Baudin souhaite plusieurs améliorations des services dans le secteur en périphérie, notamment concernant le réseau d'aqueduc, l'Internet haute vitesse et l'accès aux boîtes postales. La conseillère du district Moisy-les-Plages, Louisette Doiron-Cateau, est en réflexion sur son avenir politique. Elle ne s'intéresse pas à la mairie. Lundi soir, elle devrait annoncer son appui. Madame Cateau appuiera Régent Porlier, qui briguera les suffrages pour un 2e mandat comme maire de cette île. Madame Cateau avoue qu'un peu de fatigue l'a poussée à démissionner de quelques comités récemment, mais promet de revenir plus énergique
liturgique après les vacances. Le maire de Sept-Îles, lui, a annoncé officiellement hier qu'il briguerait un deuxième mandat au poste de maire lors des élections de novembre 2017. Régent Porlier aurait apprécié que les choses avancent plus vite, mais son mandat a quand même été marqué par le ralentissement causé par la chute du prix du fer sur les marchés mondiaux. On écoute le maire de Sept-Îles, intéressé à poursuivre. D'être maire, là, c'était pas un objectif à tout prix dans mon plan de carrière à quelque part. J'avais l'impression que je pourrais contribuer à quelque chose d'important. Mais naturellement, depuis que je suis là, ça fait 3 ans, j'ai quand même annoncé pas mal mes couleurs, dans quelle direction que j'allais. Entre autres, sur la proximité avec les citoyens. La porte ouverte, elle est ouverte depuis 3 ans, puis elle va continuer de l'être. On peut rappeler que Régent Porlier a été élu en 2013 avec 29,3% des suffrages exprimés devant Jonathan Martel et Rodrigue Vigneault au terme d'une campagne électorale impliquant 5 candidats à la mairie. La campagne de 2013 et le début du mandat du maire Porlier ont été marqués par le débat polarisé sur le projet Mine-Arnaud. Parlant de politique, le porte-parole du Parti citoyen au pouvoir du Québec, le CPQ, Bernard Gauthier, ne craint pas les critiques de l'élite politique. Il sera candidat dans le comté de Duplessis. Lors de son lancement de presse à l'Assemblée nationale à Québec hier, il a traité la députée Lorraine Richard de plante verte. Le coloré syndicaliste promet d'être à l'écoute de la population. On parle d'establishment, c'est de l'élite, là. S'ils peuvent shaker puis mal dormir à cause de moi, là. Moi, il m'a mieux dormir, je peux te le dire ici. J'ai assez vu de monde souffrir, des familles qui crevent de faim, puis qui n'ont pas de voix, puis qui n'ont pas de parole, ils n'ont pas d'écoute. Et ils vont en avoir une, là. Ça va faire. Bernard Gauthier a lancé un appel à travers tout le Québec aux citoyens qui, comme lui, en ont marre des vieux partis. Il précise que déjà des centaines de personnes lui manifestent leur appui et intention de s'impliquer dans le nouveau Parti citoyen au pouvoir du Québec. Et puis, hier, on recevait Monsieur Serge Mongeau, un gars de Fermont. C'est qu'un couple de la ville nordique a retrouvé avec bonheur ces 2 petits chiens qui se sont fait voler le 24 novembre dans une station-service de Fermont. Les 2 animaux ont été retrouvés à Goose Bay, au Labrador, 550 kilomètres plus loin. En plus de contacter la Sûreté du Québec, les policiers du Labrador et la GRC, Serge Mongeau et Sylvie Champagne ont utilisé les réseaux sociaux pour retracer Molly et Miyuki. Un ami Facebook d'un collègue de travail du couple a permis le retour en avion des 2 chiens à Fermont. Pour Serge Mongeau, c'est un beau cadeau de Noël puisque le couple a eu le temps de s'ennuyer de ces 2 petits animaux de compagnie, absents 1 semaine. Ils étaient inquiets parce qu'un des chiens a besoin de médicaments. Les chiens n'ont pas été maltraités et aucune arrestation n'a été effectuée. C'est un appel anonyme qui a dirigé les policiers de la GRC jusque dans un sous-sol près de Happy Valley Goose Bay. Et le caribou du Nord devient officiellement une espèce en voie de disparition. Le déclin de la population des 2 troupeaux du Nord du Canada et du Québec s'est poursuivi en 2016. Le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada souhaite une évaluation complète de la population migratrice du troupeau de la Rivière-Georges en 2017. Les changements climatiques, les techniques modernes de chasse et les projets industriels font partie des causes du déclin, selon les spécialistes, mais les connaissances des biologistes sont limitées. La Société de la nature et des parcs SNAP Québec rappelle au gouvernement du Québec ses engagements de protéger les populations de caribous avec le Plan Nord. On parle notamment de l'importance de l'industrie minière pour la Côte-Nord et le Québec avec la PDG de l'Association minière du Québec. C'est un regroupement des compagnies qui sont dans cette industrie. Madame Josée Méthode sera avec nous en entrevue en direct dans quelques instants. Attitude. Le Centre dentaire et d'implantologie Francis Côté, notre plus grande réussite, votre satisfaction. Un accueil chaleureux, une équipe professionnelle, implantée dans son milieu depuis plus de 25 ans. Faites-nous confiance pour un service complet de dentisterie familiale. Le Centre dentaire et d'implantologie Francis Côté est non seulement reconnu pour ses services en implantologie, mais également pour ceux d'orthodontie et de restauration dentaire en céramique. Prenez rendez-vous avec nous, 88 968 1717. Centre dentaire et d'implantologie Francis Côté, 801 Boulevard L'Art. Avec les jumelages parfaits Rapu Sandwich plus soupe ou salade chez Tim Hortons pour seulement 5,99, vous créez votre propre combinaison. 5,99, ma propre combinaison. Comme quand j'ai choisi le 1, 2, 3, 4, 5, 6 au loto. Mieux que ça. Pas le 68 pour mon adresse courriel? Non, encore mieux. Le 83974 pour mon NIP? Hey, tu viens de dire ton NIP à la radio. Non. Pour 5,99, choisissez votre Rapu Sandwich plus votre soupe ou salade avec les jumelages parfaits chez Tim Hortons. L'offre ne s'applique qu'aux produits de format régulier dans les restaurants participants pour une durée
Durée limitée. Taxe applicable en su. Le Père Noël a vraiment tout. Enfin, presque tout. Oui, il y a des reines, des lutins, un traîneau qui vole, mais il n'y a pas l'enregistreur TiVo. Eh non, parce que l'enregistreur TiVo et ses fonctionnalités épatantes, il y a juste Cogeco qui l'offre. Jumelez Internet Ultra Fibre 40, 30 chaînes télé de votre choix et la téléphonie pour seulement 69 $ par mois pendant 6 mois. Et obtenez l'enregistreur TiVo gratuit pendant 12 mois. Ho, 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 on en connaît un qui va être jaloux. Des conditions s'appliquent. Passez à Cogeco. Passez en mode épatant. De Nashville à la Côte-Nord. Bonjour, ici Jean-Roch Comédie. Ici Julie Darèche. Bonjour, ici Ronald Poirier, le cowboy des îles. Ici Patrick Normand. Bonjour, ici Herman Deb. Ici David Darèche. C'est un rendez-vous au 94 ans, ce samedi 17h. Pure FM 94 1. Le 22 décembre prochain aura lieu la journée Noël des enfants de vos radios locales. Pour participer, vous devez faire parvenir un dessin de Noël au 365 boulevard Nord, au G4R1X2, entre le 5 et le 16 décembre. Plusieurs enfants de la région mériteront un cadeau de Noël offert par une entreprise locale. Les enfants gagnants recevront leur cadeau jeudi le 22 décembre entre 17h et 19h à Place de Ville en présence du Père Noël. De plus, il y a des surprises offertes par les marchands de Place de Ville pour les parents qui seront sur place avec les jeunes. Les personnes gagnantes seront contractées le 19 ou le 20 décembre. Joyeux temps des fêtes! Chez IGA, on est en pleine saison des préveillons. Vous savez, ces petites et grandes occasions de festoyer d'ici aux fêtes. Par exemple, le party de bureau. Tremblay, vraiment bonne tes petites boulettes. Pour cuisiner de savoureuses entrées pour vos parties, jusqu'au 7 décembre chez IGA, le porc haché extra maigre en emballage familial est à seulement 1,99 $ la livre. Et les sacs de 5 livres de carottes et d'oignons sont à 3 pour 4,98 $. Ça va m'en prendre d'autres pour la semaine prochaine. Je reçois ma famille. Cette année, préparez-vous de beaux préveillons avec IGA. Les douces soirées Pure FM. Allô, c'est Valérie. Du lundi au jeudi dès 19h, je vous invite à entrer avec moi dans les douces soirées Pure FM. On savoure ensemble les meilleures balades. Viens-tu danser un beau grand slow? On se retrouve du lundi au jeudi de 19h à 21h. Pure FM 94.1. La compilation. La compilation. Salut, c'est David. Du lundi au vendredi dès 18h, je vous invite à un voyage dans le temps musical à Pure FM avec la compilation. Parce que commencer la soirée avec ça. Ouvrez ça. Ça me semble que ça fait du bien. Commencez vos soirées de semaine du bon pied avec la compilation dès 18h. Pure FM 94 1. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94 1. Eh bien, on va parler de l'industrie minière. Il y a beaucoup de chiffres qui ont été publiés dans les dernières semaines, Valérie, là, et on va en parler avec la présidente et directrice générale de l'Association minière du Québec, Madame Josée Méthode, qui est avec nous. Bonjour, Madame Méthode. Oui, bonjour, Monsieur Saint-Pierre. Du côté de votre association, on a réalisé une étude sérieuse sur les retombées de l'industrie minière. Je pense qu'on voulait prouver que c'est une industrie qui est présente partout au Québec. C'est un peu ça l'objectif, hein? Oui, l'objectif, c'est de démontrer effectivement que notre industrie, elle est partout au Québec, bien que on sait qu'on a 3 grandes régions minières. Ce qu'on a voulu démontrer, c'est que l'industrie minière a des retombées partout au Québec. Dans toutes les régions du Québec, on a des fournisseurs partout, on a des employés, des gens qui travaillent pour le secteur minier ou pour les fournisseurs du secteur minier partout au Québec. Et puis, nous autres, on était un peu surpris, Madame Méthode, sur la Côte-Nord, de voir notre région minière derrière la région de Montréal pour les retombées et pour les emplois. On pensait qu'on était deuxième loin derrière l'Abitibi, mais pas en arrière de Montréal. Oui, c'était surprenant, effectivement. On l'a constaté, nous également, quand les chiffres ont entré, parce que quand on entend souvent les chiffres qui sont publiés par l'Institut de la statistique, par exemple, on donne où sont les dépenses. Alors, où est-ce que on est en train de faire un nouveau projet? Mais dans notre étude, nous, on a voulu aller voir, OK, oui, mais où sont les fournisseurs? Où est-ce que va finalement l'argent des sociétés minières au Québec pour voir exactement où est-ce que ça rapportait, dans quelle région? Et oui, ça nous a surpris de voir que la Côte-Nord, puis on le sait, c'est un portrait 2014. Il faut se rappeler que c'est un portrait
de l'année 2014. Si on avait fait le portrait de 2011-2012, je suis pas mal sûre que les chiffres auraient pu être différents par rapport à où est-ce que vous étiez là dans la moyenne, compte tenu qu'à cette époque-là, il y avait aussi une mine de plus en opération, hein, on le sait. Oui. Chiffre était en opération aussi à ce moment-là. Oui, en fait, 2014, c'était pas mal proche de la pire année là du cycle de l'industrie du fer pour nous sur la Côte-Nord. Vous allez me dire, en Abitibi, l'industrie minière semble aussi en santé, 15 500 emplois, si je me souviens, là, dans votre étude. C'est quoi, c'est moins cyclique que le type de mine qu'on a en Abitibi? Non, écoutez, on est dans une industrie cyclique, c'est clair, mais les effets des marchés peuvent être différents. Dans votre cas, c'est le fer, hein, on le sait très bien. Alors, si dans le monde, la construction est à la baisse, ben oui, ça va affecter énormément la construction d'infrastructures, on s'entend. En général, alors si elle est à la baisse, effectivement, ça va avoir un effet sur le prix du fer qui est chez vous, c'est ça la ressource de la Côte-Nord. Moi, il y a aussi le titane, là, du côté d'Ordre-Saint-Pierre, mais le titane aussi, il y a eu un fort ralentissement en 2014-2015. Exactement. Alors qu'en Abitibi, majoritairement, c'est des mines d'or. Alors, les marchés vont réagir différemment parce qu'on n'utilise pas l'or pour les mêmes fins. Hein. On sait que l'or, c'est une valeur de refuge en période d'instabilité socio-politique ou socio-économique, alors que quand on baisse les infrastructures, ça n'affecte pas l'or de la même façon. Alors, en Abitibi, oui, on s'en sort mieux de la baisse du cycle par rapport à d'autres régions minières au Québec. Et nous, est-ce qu'on va s'en sortir? Je sais pas si vous avez une boule de cristal, Madame Méthode, là, mais on est tanné de parler de ralentissement. Mais là, ce matin, je regarde le prix du fer à 76 $. Il augmente depuis plusieurs semaines maintenant. C'est quand même encourageant. Des cycles, ça signifie aussi qu'il y a des remontées, là. On voit la lumière au bout du tunnel pour nous, là. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est demain la veille, là? Je vous dirais que je pense que non. Par contre, on sait très, très bien que l'industrie minière puis les gens de l'industrie me le disent tout le temps, José, ça baisse, mais à un moment donné, ça va remonter. Il faut être prêt. Il faut qu'on ait les conditions pour être prêt quand il va y avoir la remontée. Puis il y a eu quand même des bonnes nouvelles pour votre région dans les derniers temps. On le sait que la Société du Plan Nord, le gouvernement du Québec, en fait, a désenclavé le port de Sept-Îles par l'acquisition de Pointe-Noire. Alors, ça va aider aux projets miniers qui veulent se développer chez vous. Ça va les aider à développer leurs projets davantage. Il y a une question de coût, il y a une question de s'assurer que si je suis là pour développer mon projet, est-ce que je vais être en mesure de sortir mon minerai de la région. Alors, ça, c'est quelque chose de positif pour votre région. Donc, ça va aider, on le sait, ça va aider Minarno, ça va aider Tata Steel exactement, là. Alors, ces deux projets-là, qui sont toujours sur la table à se développer chez vous. Oui, alors, ça peut aider aussi beaucoup une relance de la mine du lac Blum où il y a des installations flambant neuves et il y a du fer en masse. Aussitôt que le prix va reprendre, on peut espérer avec Champion. Vos membres, Madame Méthode, ce sont les compagnies, justement, qui sont dans l'industrie, là. Est-ce qu'elles ont fait les bonnes choses, les compagnies, pendant cette période de ralentissement, selon vous? Pendant cette période de ralentissement, vous savez, tout le monde a fait beaucoup la même chose. Hein? On a consolidé nos actifs, on a réduit au maximum nos coûts de production afin de rester en opération. Alors, mieux se préparer pour la relance. Mm-hmm. Je reviens à votre étude là à l'Association minière sur les retombées du secteur minier. Je pense qu'un des objectifs aussi, on voulait démontrer au gouvernement qu'il y en avait bel et bien des retombées, mais aussi des redevances. Le gouvernement touche 1 milliard des activités minières à chaque année, c'est à peu près ça? Oui, c'est bien ça quand on parle du gouvernement du Québec, là, parce que si on inclut le fédéral également, on sait que c'est plus que ça, c'est plus autour de 1,5 milliard. Alors, mais au Québec, oui. C'est ça qu'on voulait le démontrer parce que souvent, on se limite à dire l'industrie minière rapporte 100 quelques millions de redevances ou par année, mettons, et on dit c'est juste ça. Mais c'est pas juste ça, justement. Il y a beaucoup plus de retombées. On l'a démontré dans notre étude. Effectivement, on le dit que c'est 5,8 milliards de dollars qui sont répartis dans toutes les régions du Québec. C'est la création, maintien de plus de 45 500 emplois. Alors, c'est très important pour le Québec. Puis, en plus, dans notre étude, ce qu'on démontre, c'est qu'il y a des retombées dans toutes les régions du Québec. Et ça aussi, c'est important que tous les Québécois en prennent bien connaissance.
2014, c'est quand même loin, là. J'ai vu plein de chiffres aussi, bulletin mine en chiffres de l'Institut de la statistique que vous avez sûrement vu également, Madame Méthode. Ça se recoupe tout ça, là, mais plus récemment sur le terrain, vous discutez à tous les jours avec les entreprises, là. 2016, c'était la fin du ralentissement. On commence à voir le cycle reprendre. On sent je vous dirais, certains effets de la remontée. Là. Certains, on sent on voit plus de lumière dans les yeux des gens. On sent qu'en exploration, on reprend des activités. Cette année, on le sait, là, c'est ce qu'on sent. On a fait notre journée de fin d'année en début de semaine et on sent qu'il y a du positivisme dans l'air. Alors, effectivement, il y a plus d'activités. On prévoit faire plus d'activités. On le voit au niveau de l'exploration. Quand on regarde le nombre de claims cette année, il y en a plus que l'année passée. Ça veut dire que, il y a plus d'exploration qui se fait. On n'a pas encore les chiffres totaux de 2016. On le sait bien. L'Institut de la statistique nous ont présenté les chiffres de 2015 il n'y a pas très longtemps. Ça va être intéressant de voir les chiffres l'an prochain. Mais, effectivement, qu'on sent les gens reprendre de l'énergie pour développer leurs projets. Beaucoup plus de projets qui étaient en développement, qu'on sentait plus dormants, je vous dirais, l'année dernière. Cette année, les gens s'activent davantage. Alors, les gens se préparent. Et puis, nous, on voudrait la diversifier, notre industrie minière sur la Côte-Nord. On a glissé un mot sur Mine Arnaud. Il y a aussi le graphite du côté de Bécomo. Il y a plein de prospection, comme vous l'avez mentionné, qui se fait dans le Grand Nord. On dit peut-être qu'il y a de l'avenir avec les terres rares aussi pour une région comme la nôtre, là, ou pour le nord du Québec. Pour 2017, il y a aussi plein de concertations qui s'organisent, Madame Méthode. Entre autres, on s'est donné des nouveaux outils là, qui ont été lancés récemment avec Pierre Arcan. Des outils web qui permettent de mieux comprendre l'industrie. Oui, en fait, l'outil web de la Société du Plan Nord pour créer, de la concertation. En fait, c'est pour mieux se rejoignent les fournisseurs avec les donneurs d'ordre. Ça peut intéresser bien des PME à cette seule Port-Cartier, ça. Bien, certainement. On parle donc d'une plateforme web qui devient un genre de bureau de commercialisation du Plan Nord. Exactement. Donc, c'est un autre outil qui va aider justement à mettre en contact les donneurs d'ordre avec les fournisseurs et les fournisseurs des régions. Et sinon, en 2017, qu'est-ce qui s'organise? Je pense qu'à chaque année, il y a un congrès assez important. C'est pas seulement sur l'exploration. Vos membres aussi se réunissent au printemps, chaque printemps? Ben effectivement que nous, on a notre congrès toujours à mi-année, donc au début du mois de juin, on fait toujours notre congrès, volet social, mais aussi un bon volet conférence, des conférences d'actualité qui traitent de nos enjeux. Alors on fait ça à tous les mois de juin. On vient de faire notre journée conférence de fin d'année là, lundi. C'était lundi cette semaine et ça s'est très très bien passé. On a eu des bons échanges et évidemment des bonnes discussions sur les enjeux d'avenir. Ben, on va se souhaiter un beau repos pour la période des fêtes à tous les gens dans l'industrie minière, Madame Méthode, puis on souhaite que les perspectives 2017, là, les choses qu'on entrevoit, que tous nos espoirs se réalisent dans cette industrie si importante pour des régions comme l'Abitibi et la Côte-Nord. Absolument, c'est tout ce que tout le monde se souhaite. On veut une belle reprise et on veut justement du positivisme et je crois que on voit un petit peu plus la lumière au bout du tunnel, comme on se dit. Eh bien, Josée Méthode, je rappelle que vous êtes présidente directrice générale de l'Association minière du Québec. Un gros merci d'avoir pris du temps avec nous en direct aujourd'hui à Côte-Nord Attitude. Ça me fait plaisir, M. Saint-Pierre, et si on se reparle pas avant les fêtes, je vous souhaite de passer des très belles fêtes. À vous pareillement. Merci, au revoir. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Bienvenue chez Chevrolet. Vous venez pour jouer au concours Connectez-vous et gagnez? Ah, c'est quoi? C'est simple. Vous pourriez gagner un véhicule ou jusqu'à 17 000 $ de rabais sur un véhicule admissible. Tout le monde peut gagner, pas besoin d'acheter. Wow! Mais pourquoi ça s'appelle Connectez-vous et gagnez? Ben parce que là, nous deux, on connecte. OK, je comprends. Ben, je peux-tu jouer?
Durant le temps des fêtes, c'est l'événement Connectez-vous et gagnez chez vos concessionnaires Chevrolet. 17 véhicules à gagner ou jusqu'à 17 000 $ de rabais. Détails et règlements à connecter et gagner chevrolet.ca. La journée Noël des enfants de vos radios locales est rendue possible grâce à la collaboration de nos partenaires. Restaurant L'Oriental du Nord, Musée régional de la Côte-Nord, Épicerie Cherture. Pour Noël, encourageons les marchands de la région. Ensemble, soutenons nos entreprises. Les douces soirées Pure FM. Allô, c'est Valérie. Du lundi au jeudi dès 19h, je vous invite à entrer avec moi dans les douces soirées Pure FM. On savoure ensemble les meilleures balades. On se retrouve du lundi au jeudi de 19h à 21h. Pure FM 94.1. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. Valérie, on a plusieurs invités avec nous en studio. On va parler de la Fédération des familles d'accueil et des ressources intermédiaires du Québec. La présidente, elle est bien entourée. À part ça, elle est avec nous à cette île aujourd'hui, Geneviève Rioux. Elle réalise une tournée. Et oui, on dit en plus que c'est la nouvelle présidente Geneviève Rioux. Bon midi. Bon midi à tout le monde. Nouvelle présidente depuis combien de temps? La mi-octobre. Ah, depuis la mi-octobre, donc c'est tout récent. Tout récent. Et c'est pour ça, probablement, la tournée à travers les régions. Là, vous êtes en tournée ici, sur la Côte-Nord. Qu'est-ce que c'est votre tournée? Qu'est-ce que vous faites pendant que vous êtes ici, à cette île, entre autres? Je fais beaucoup d'autres choses que tout le monde me dirait, mais en fait, ce que je fais surtout, le plus important, c'est rencontrer les ressources. Je m'en viens les voir, je m'en viens me présenter, mais je m'en viens entendre aussi qu'est-ce qui se passe en région, qu'est-ce qu'on peut donner. C'est sûr que la Fédération des familles d'accueil, ce qu'on veut, c'est unifier un peu nos régions, faire en sorte que le service soit donné équitablement, pareil, d'une région à l'autre, mais il y a une couleur à donner régionalement. Puis on est là aujourd'hui pour voir, c'est quoi la couleur de la région, puis à adapter les besoins de nos ressources, toujours en pensant que on a des enfants en arrière de ça, qui ont besoin de nous, puis c'est ce qui compte avant tout. Oui, tout à fait. Et là, vous êtes ici pour les entendre, les besoins. Ils ressemblent à quoi, ces besoins-là? Mon doux, si on parle des enfants, on parle de besoins de stabilité. Vous savez, pour nous, ce qui est important, c'est dès le départ, de trouver une famille, une ressource qui est adaptée aux besoins de l'enfant, puis qu'elle va rester la personne, devenir et rester la personne significative jusqu'à la fin. Que c'est un des besoins qui est primordial. Les ressources en besoin ici sont très étendues sur la région, qu'ils vivent de l'isolement, ils ont des questions, oui, on est là pour leur répondre, mais des fois, le fait d'être isolé aussi loin, ça gêne, ça crée un malaise. Ils n'ont pas tendance à nous appeler que là, on veut venir débloquer ça, là. On veut les encourager, leur montrer notre visage, puis voir que on n'a pas l'air si méchant, puis qu'on est là pour les aider. Que c'est ça aujourd'hui qu'on fait. Aujourd'hui, je dis ça, mais aujourd'hui, je suis à cette île, demain, Bécomo, Forestville, jeudi. On retourne à Québec vendredi. Donc, c'est vraiment une grande tournée de la région. Ici, est-ce qu'on est en recherche de familles d'accueil? Est-ce qu'on probablement qu'on est constamment en recherche de familles d'accueil? Écoutez, c'est sûr que, comme je nomme tout le temps, ça nous appartient pas la recherche des ressources, mais je suis au fait que les établissements sont à la recherche de ressources, surtout au niveau de l'adolescence dans le coin ici. Mais ça appartient, c'est vraiment une procédure qui appartient à l'établissement. OK. Donc, famille d'accueil, on parle également de centres jeunesse, qui sont des ressources très importantes. Vous êtes ici pour les rencontrer aussi. Est-ce que c'est fait ou ça va se faire? J'ai commencé hier, cette île, je les ai rencontrés hier. Ce soir, je rencontre les gens de Bécomo et demain, Forestville. Que oui, je les ai rencontrés. J'ai rencontré aussi l'établissement ce matin. Discuter avec eux, leur faire voir ma vision pour moi, la fédération, vers quoi qu'on s'en va. Leur présenter ce que le CA m'a mandaté de faire. Alors, on est ici aujourd'hui, on leur a présenté. Établir une collaboration, c'est sûr, c'est important. Les besoins des enfants, la stabilité, tout ça. On la recherche, puis on utilise tous les moyens pour le faire. Je lisais là qu'il y a un projet pour une refonte de loi de la protection de la jeunesse. Si je ne m'abuse, ça a été déposé cet été, je pense. Écoutez, on est actuellement là les détails. Vous allez m'excuser parce que vous savez, je suis nouvelle.
Par contre, la seule chose que je peux vous dire, la loi sur la protection de la jeunesse est en l'étude présentement. La Fédération des familles d'accueil et des ressources intermédiaires du Québec, nous, on a déposé un mémoire avec des suggestions. Ce qu'on désire avant tout, c'est que nos ressources deviennent des parties à vie au dossier. Dans le quotidien, ce que ça veut dire, c'est très simple. Un enfant arrive chez nous, on nous demande d'être la famille, d'être la personne significative pour cet enfant-là. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on aime. Puis on arrive au bout d'un certain temps où il y a des décisions importantes à prendre. Mais la ressource est pas, on n'en parle pas, la ressource. C'est une intervenante qui est venue une fois ou 2 mois voir l'enfant, qui va prendre des décisions, qui va aller présenter ça au juge. Nous, là-dedans, on n'est pas là du tout dans le processus. Nous, ce qu'on demande, c'est laissez-nous aller voir le juge, puis laissez-nous lui dire, écoutez, au quotidien, c'est quoi? C'est quoi ses besoins à l'enfant? Puis maintenant, monsieur le juge, prenez la décision en connaissance de cause avec toutes les informations. C'est ce qu'on demande, c'est ce qu'on a fait. C'est pour ça aussi que on vient dans les régions, qu'on se déploie le plus possible, qu'on fait des représentations pour être entendus, pour que les enfants, oublions pas, la stabilité des enfants, c'est très important. C'est au cœur du sujet. Je lisais aussi là qu'on blâme beaucoup le gouvernement en place présentement. On dit que la situation elle est accablante. Bon, il y a des coupures et les besoins se font de plus en plus grands. Est-ce que vous, c'est votre avis aussi? Écoutez, c'est sûr que si vous me dites les coupures budgétaires, est-ce que ça l'atteint nos ressources? J'aurais une tendance à dire non. Ah oui, OK. Est-ce que ça l'atteint nos enfants? Oh que oui. Comprenez la différence? Moi, oui, je représente, je suis un syndicat, oui, je suis la présidente, mais je vous le dis, la stabilité des enfants, les besoins, la réponse aux besoins des enfants, ça, elle est touchée, les établissements ont de la misère à répondre aux besoins, ça, oui, je peux vous le dire. Est-ce que vous le vivez, là? Vous êtes famille d'accueil, une fédération, c'est un regroupement de gens de terrain, là. Oui. Vous avez des enfants à la maison. Une dizaine. Ou ressources. Oui, tant que ça, c'est rendu une ressource intermédiaire. C'est pas vrai du tout. J'ai 8 enfants, dont mes enfants naturels, mais ça fait une dizaine d'années que je suis famille d'accueil. OK. Mais est-ce qu'il y a suffisamment d'encadrement? Moi, j'ai vécu une expérience de famille d'accueil. Ça fait plusieurs années de ça, là. On avait quand même une travailleuse sociale presque attitrée. La DPJ, s'en occupe. Ils nous les réfèrent, ces enfants-là, mais des fois, c'est quand même pas une clientèle facile, là. Il y a des gens qui ont vécu toutes sortes de choses avant d'arriver chez toi, là. En effet, c'est des enfants avec des très grands besoins. Est-ce que tu es suffisamment encadré quand il y a des urgences, des choses importantes? Des fois, on a plein de questions à adresser. Écoutez, vous touchez le nerf de la guerre. C'est certain que je me débat actuellement avec les établissements pour que les ressources aient plus d'informations, de l'aide, des formations. On est à développer des formations qui vont aider les ressources à mieux se développer parce que oui, nos enfants ont des besoins particuliers. Ils ont un passé qui est très difficile. C'est pas donné à tout le monde d'avoir de savoir comment agir dans ces cas-là que, en effet, ça, c'est un petit peu plus difficile à ce milieu-là. Les intervenants, ils ont beaucoup de dossiers à gérer. Que des fois, c'est sûr que... Et votre fédération, elle a pas assez de fonds, elle, pour justement offrir la formation partout au Québec, là. Vous aviez de l'air à nous trouver éloignés tantôt en début d'entrevue. Souvent, c'est quand on a à offrir de la formation à ces familles-là. Hein. Faut déplacer du monde, soit les amener en région, ou soit déplacer les familles pour les amener à des cours à Québec, quoi. Je vous dirais que la formation au niveau des ressources, c'est vraiment en partenariat avec les établissements. C'est très important. Alors, vous savez ce que ça veut dire. Il faut s'entendre avec eux. Faut après ça faire approuver le budget. Faut après ça l'étendre sur le terrain. Que c'est fastidieux. C'est tout nouveau que les ressources sont syndiquées. Ça fait juste quelques années qu'on est encore dans un rouage qui demande du temps. Mais soyez certains que pour nous, juste ici en région, Mélanie pourrait vous le confirmer, on a des formations au niveau du cadre de référence, au niveau de l'outil de classification. C'est des termes un peu qui vous disent rien, mais pour les ressources, c'est des choses qui sont importantes. On a des formations au niveau du trouble d'attachement qui peut être donné au niveau du TDA. Que oui, les ressources, ils ont des possibilités de formation, mais je vous le dis, c'est en rouage, on travaille fort. Donc, on a Mélanie Gagnon avec nous, qui est la présidente régionale. Mélanie, toi, cette tournée-là, comment tu vis ça jusqu'à maintenant? Bien, moi, je fais plusieurs tournées par année. Je me déplace souvent et ça va toujours bien. Je rencontre mes familles d'accueil et je jase avec eux autres. Moi, je suis surtout une écoute, un support moral. Et je me réfère souvent à mon conseiller syndical quand ça touche plus les choses, plus syndicales.
pour ce sujet. Pour ceux qui nous écoutent là, puis qui se disent peut-être qu'ils seraient intéressés justement à accueillir des jeunes à la maison, devenir famille d'accueil, qu'est-ce que ça prend à la base pour être une bonne famille d'accueil? Un grand cœur. Un grand cœur et la patience, l'amour sans condition, parce qu'on a souvent des enfants, j'aime pas le terme, mais maganés par la vie, et il faut leur en donner 20 fois plus, 100 fois plus que d'autres. Est-ce qu'on vit des difficultés particulières ici à cette île en région là versus le mandat qu'on a comme famille d'accueil et comme ressources intermédiaires? Non, pas de difficultés particulières. C'est une clientèle, tu sais, je vais vous dire que la clientèle va se retrouver partout, que ça soit des jeunes avec des problèmes de boisson, d'alcool, des jeunes qui sont juste en besoin ou quoi que ce soit là. Je pense que c'est partout pareil. Donc, cette grande tournée de la Côte-Nord, elle s'arrête aujourd'hui du côté de cette île. Elle va se poursuivre également. Et, on le voit, les besoins, ils sont là et les ressources, on en aura toujours besoin également. Alors, Geneviève Rioux, présidente de la Fédération des familles d'accueil et ressources intermédiaires du Québec. Mélanie Gagnon, présidente régionale. On avait Étienne Marquis, également conseiller syndical avec nous. Bon, on vous remercie tous d'être passés ce midi dans Côte-Nord Attitude. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Côte-Nord. Attitude. Les fêtes peuvent être surchargées. Rassemblez vos amis et la famille pour passer Noël à la plage dans les meilleurs hôtels tout compris pour des vacances entre adultes, en famille ou de luxe. C'est votre dernière chance de saisir les aubaines alléchantes pour Noël. L'espace est limité, alors envolez-vous avec le numéro 1 au Canada dans le Sud et partez à Noël pour moins. Visitez votre agent de voyage ou Les joyeuses fringales de McCafé vont tellement bien avec tout ce qu'on aime de l'hiver. Comme emballer ses cadeaux 2 minutes avant de les donner ou essayer de sortir d'un banc de neige pendant 1 heure. Accompagnez tous ces beaux moments de notre latte au caramel salé fait à partir de grains 100% arabica, agrémenté de lait frais moussé et d'un succulent sirop au caramel salé. Ou de notre mocha à la menthe, garni de vraie crème fouettée et de miettes de canne de bonbons. Mais comme les joies de l'hiver, les joyeuses fringales, c'est seulement pour une durée limitée. McCafé, le café autrement. Dans les restaurants McDonald's participants. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. C'est demain l'ouverture officielle du Salon de Noël. Encore 4 belles journées d'exposition avec nos artistes, artisans, artisanes de Sept-Îles. L'Association sétilienne des arts et de la culture organise ce salon depuis plusieurs années maintenant. On en organise d'autres aussi, là, notamment le Salon du printemps à la Fête des Mères qui est très populaire. Madame Fernande Paulier-Forbes est de retour à la présidence de l'Association sétilienne des arts et de la culture qu'elle a fondée d'ailleurs. Bonjour Madame Bonjour Madame Forbes. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, oui. Bon, c'est la santé là qui vous permet de revenir en force à l'association sétilienne. Oui, c'est bien ça, là, à la santé, parce que c'est sûr en 82 lors de la fondation, puis là, bien, on s'attend jamais là qu'il y a des élections puis qu'on va revenir sur le conseil, mais en tout cas, c'est avec le plaisir que j'ai accepté le nouveau mandat. Toujours une belle activité sympathique, le salon de Noël, là, ça revient. Demain, l'ouverture officielle pendant 2 soirées, jeudi, vendredi, samedi et dimanche toute la journée. On va avoir plein de belles choses à voir au gymnase du Centre Sociaux, hein? Oui. Cette année, il y a une quarantaine d'exposants dans différents domaines, la peinture, le verre en fusion, le vitrail, la fourrure recyclée, il y a des nouveautés, il y a des jeunes, il y en a qui ont fait du linge pour les poupées de Barbie, des nouveautés. Oui. En tout cas, il y en a pour tous les goûts. Puis on peut vous dire que cette année, ça va être un très beau salon parce qu'on est plusieurs exposants, une quarantaine d'exposants. Une quarantaine d'exposants comme ça. Voilà. Est-ce que c'est un des plus gros salons depuis les dernières années ou ça se maintient toujours? Ça se maintient, mais cette année, vraiment, là, il a fallu jumeler, là, que quand on dit de jumeler, là, c'est 2 personnes dans un kiosque de 8 pieds. Ah ouais? Mais quand même, on a accommodé tous les gens, c'est ça qui est important. Et c'est toujours bien placé, hein. L'idée, c'est d'offrir des cadeaux originaux. Ça peut varier. Il y a des œuvres d'art qui peuvent valoir plus cher, mais on retrouve aussi des choses à prix bien abordable, là, pour toutes sortes de cadeaux, hein. Les parties de bureau, les échanges. Il y a plein de choses qui s'en viennent dans le temps des fêtes, quand même. Oui, les choix de cadeaux. Puis,
autant pour les jeunes aussi, il y a des enfants qui vont venir avec leurs parents, ils veulent un cadeau je peux dire de $2, $3. Il y en a de tous les prix. Puis comme vous mentionnez, il va y avoir des tableaux. Il y a des pièces pour tous les domaines. Comme moi, je fais du 3D, il va y avoir des bijoux. Il y a des arts textiles, il y a des arts textiles, de l'art visuel, de la peinture. Des cercles de fermières. Puis cette année, on a une nouveauté. On est à l'association, puisqu'on remet un don à la santé mentale pour la pédopsychiatrie. Vous associez à la Fondation de la santé de l'hôpital. Ah oui, ça c'est une première, ça. C'est une première cette année. Puis il va y avoir 2 pièces qui vont être offertes aux gens, à la population, aux visiteurs. Les billets vont être vendus au montant de $2 ou 3 pour $5. Les pièces, c'est une pièce 3D, la visite du Père Noël et un théâtre de marionnettes de M. Camille Cyr. Ouais. Le tirage va avoir lieu le dimanche après-midi à 16h. C'est toujours populaire, les tirages dans les salons comme ça, salon des artisans. Vous allez me dire, Mme Forbes, là, bien honnêtement, là, est-ce qu'il y a vraiment de la relève dans le domaine de l'artisanat à cette île? Il me semble que c'est souvent les mêmes personnes quand même qu'on voit. Ça enlève rien à leur talent, à leurs œuvres d'art. J'imagine qu'avec l'expérience, on vient meilleur dans tout ça. Mais il y a vraiment de la relève, oui? Oui, il y a de la relève. Il y a des jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui commencent à s'impliquer de plus en plus, oui. Mais il y a quand même une espèce d'engouement là depuis les dernières années pour le fameux do it yourself là, donc dans le fond le bricolage ou tout ce qui est fait main est quand même revenu à la mode, ça vous le sentez peut-être? Oui, les bijoux, les capteurs de rêve, il y a des petits anges qui est beaucoup à la mode, des porte-bonheur, pourquoi pas un ange pour Noël, il y a encore même des pantoufles ça peut être dans n'importe quoi, les foulards, il y a beaucoup de foulards, des pièces faites de bois, de la peinture sur verre, du vitrail. Je vous dis, il y en a pour tous les goûts. Vous venez voir le salon, ça vaut la peine. Parce que les ce qu'on expose de Noël là, original aussi, des peintures. Des choses de Noël, beaucoup. Ce qu'on expose là, on retrouvera pas ça au salon du printemps, ni dans les abris du Vieux Quai l'été prochain. Non, pas du tout. C'est certain, on retrouvera pas ces pièces-là. C'est des pièces uniques, c'est fait à la main, puis c'est fait avec amour. Déjà, depuis quelques mois, les artisans travaillent pour avoir un beau salon de Noël. Puis, on invite la population de cette île et des environs de venir, puis l'entrée est gratuite. En plus. Puis, le jeudi, c'est à partir de 7h30 pour le public, parce que on a une ouverture officielle, VIP, comme je vous ai fait mention tout à l'heure, pour la Fondation de l'hôpital de Sept-Îles. Tous les argents qui vont être amassés vont être donnés pour le département de la santé mentale. Est-ce qu'elle est en santé, l'Association sept-îlienne des arts et de la culture, là? L'Assemblée générale a eu lieu tout récemment. Il y a beaucoup de membres dynamiques? Oui, le monde veut travailler ensemble. Puis, je crois bien que cette année, on a une très bonne équipe. On a eu d'autres bonnes équipes quand même sur les conseils d'administration. C'est sûr que des fois, il y a des hauts et des bas dans n'importe quelle association, mais il faut toujours tenir les bonnes rames, puis naviguer, puis le bateau va continuer. Et la présidente fondatrice revient au poste de responsable du conseil d'administration, de présidente du conseil d'administration. Est-ce que vous avez des objectifs, des projets précis que vous voulez mettre de l'avant là dans la prochaine année? Oui, avec le conseil d'administration, oui. Pour l'an prochain, le 35e, il faut souligner, on veut souligner en grand. Ça va être le 35e anniversaire. Ça fait 35 ans que vous avez fondé ça, puis là, vous revenez à la tête de l'association. Oui. C'est quand même quelque chose. Je m'y attendais pas du tout, mais quand même. En tout cas, je suis contente d'être là au poste, puis de travailler avec l'équipe, puis tous ceux qui veulent que la culture reste vivante ici à cette île. C'est quand même votre bébé, l'association sept-îlienne. Vous l'avez toujours gardé à l'œil, là. Vous êtes contente de son évolution au fil des ans, en 35 ans. C'est devenu quelque chose d'important quand même, avec des partenariats avec la ville. Entre autres, aux abris du Vieux Quai, là, ça vient renforcer notre industrie touristique. Puis c'est agréable pour le monde de la place aussi, hein? Ben oui. C'est ça. Ah oui, il faut, c'est comme je vous mentionnais, avec la ville de cette île qui collabore beaucoup, qui aide beaucoup les artistes et les artisans dans tous les domaines. Puis on a les abris du Vieux Quai. Puis en tout cas, on projette quelque chose de bien aussi pour faire des retrouvailles pour le 35e, essayer de rejoindre le plus d'organismes possible, puis continuer.
qu'est-ce que c'est qui a été déjà commencé. Déjà là, que l'organisme est encore là après 35 ans, c'est beau. On devrait le souligner, le 35e, plus au printemps ou à l'automne, quoi? Au printemps. Surveiller... Parce que le gros événement annuel de votre association, c'est toujours le salon du printemps qu'on organise. Avec la fête des mères. Il me semble que c'est toujours à la fête des mères, Oui, depuis plusieurs années, quoi. C'est aussi vieux que l'association, ça? La fête des mères, oui, l'association, mais avant, on avait commencé dans les années 76, c'était le comité de développement avec M. Louis-Ange Chanter. Par la suite, en 1981, c'est là que groupe d'artisans, dont dans les fondateurs des Côtés, qui est encore ici, Jeanne d'Arc Côté, d'autres... qui sont encore ici à cette île, puis que ça va être beau de revoir lors d'une occasion de fête, de retrouvailles, de tous les anciens exposants le plus possible. C'est une grande famille, puis si vous vous rappelez, pour les gens qui écoutent, le Festivalien, il y avait les spectacles, il y avait l'Écho des îles, il y avait... C'est vrai, il y avait, à l'époque, c'était un festival qu'on oui, c'était organisait. vraiment un festival, puis des spectacles. En tout cas, on verra qu'est-ce qui va se passer. Je suis pas toute seule, j'ai un comité, mais... On aura l'occasion d'en reparler certainement au cours de l'année 2017 de cette fête, le 35e. Peut-être qu'on va ressusciter le festival. Salon de Noël. C'est le salon de Noël, là. On invite encore la population. Et demain, c'est vers 6h, la cérémonie d'ouverture officielle. 6h30. C'est l'ouverture. Après ça, c'est ouvert jusqu'à 9h. Vendredi, samedi et dimanche, on peut aller visiter toutes les produits, les belles œuvres de nos artisans. C'est au centre sociaux, ça? Au centre sociaux, au gymnase du centre sociaux, puis l'entrée est gratuite. Ça veut dire, vous pouvez venir voir, vous décidez de revenir, un échange de cadeaux, un cadeau pour un enfant, un papa, maman, grand-maman. Et un beau tirage demain soir lors de la cérémonie d'ouverture. Non, le tirage va avoir lieu. Dimanche, mais demain on peut se procurer les billets, là, tout doit être déjà installé. Oui, c'est demain les billets, mais dimanche à 16h pour le tirage. Mais à toutes les heures, il y a des cadeaux des artisans. Les artisans ont donné toutes des pièces qui vont être tirées à toutes les heures. Ça, c'est une belle tradition qu'on a implantée dans les dernières années. Alors, rendez-vous au Salon de Noël cette fin de semaine au Centre socio-récréatif. Fernande Porlier-Forbes, présidente de l'Association sept-îlienne des arts et de la culture. Un gros merci pour votre passage à Côte-Nord Attitude ce midi. Merci. Attitude. Vous le savez que moi, Guy Jodoin, je fais zéro compromis grâce à Super C. Il y a tout plein de façons d'économiser sur mon épicerie. Et cette semaine, je vous dis que je vais en faire des grosses économies. Jusqu'au 7 décembre, chez Super C, les emballages de 6 bouteilles Pepsi ou Coke format 710 ml sont à 1,99 $. Et la bière Heineken ou Coors Light en caisse de 24 est à seulement 26,99 $. C'est pas beau, ça? Profitez-en, vous aussi. Super C, c'est toujours frais, toujours en stock, toujours à bas prix. Garantie. Des conditions s'appliquent, voir superc.ca. La chronique économique vous est présentée par Développement économique Sept-Îles. Pour notre chronique économique aujourd'hui, avec le président de Développement économique Sept-Îles, on va faire un peu le bilan de la dernière année, parler des perspectives économiques pour 2017. Peut-être que ça s'annonce un petit peu plus rose, plein d'espoir en tout cas. Marc Brouillette, bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, un retour sur 2016. Là, on a fait des grands pas dans plusieurs dossiers quand même, hein, même si on parle d'une année là assez morose sur le plan économique. Entre autres, savoir à faire, on peut dire, c'est un des bons coups de Développement économique Sept-Îles en 2016. Oui, savoir à faire définitivement nous a amené à voir qu'on a encore beaucoup de possibilités à cette île ou dans la région d'émerger, comme vous le savez, là, 32 plans d'affaires, sans compter des idées qui ont précédé avant de faire cette sélection-là. Et au cours des prochains mois, évidemment, là, on va travailler avec les entreprises pour essayer d'aller de l'avant dans quelques-unes de ces idées-là. On sait qu'on ne fera pas nécessairement 100% des 32 projets, mais on va regarder très sérieusement certaines des approches qui ont été développées par les partenaires dans le cadre de savoir-faire. Je pense qu'il est important, savoir-faire, c'est un élément. Et ça, on récapitule puis on regarde l'année en cours. On a fait des grands pas, puis c'est sûr que c'est pas facile là à faire cette lecture-là quand on vit une certaine morosité économique. En même temps, c'est le temps de se préparer. Hein? On a réglé beaucoup de choses du côté de Pointe-Noire. Ça, c'est encourageant pour l'avenir. Oui. Ça, c'est définitivement, c'est un jalon majeur qui va nous permettre, évidemment, là, le désengorgement, l'enclavement que faisait Cliff Natural Resources dans ce secteur-là de Pointe-Noire. Après ça, on a le gouvernement qui a décidé de s'engager comme partenaire dans les minières.
Et on parle là de Champion, de Tata Steel, évidemment sa participation dans Ménarneau. Du côté de Ménarneau, on a le retour en force de Yara. Je dis retour en force parce que Yara n'avait pas quitté, là, avait indiqué qu'il ne voulait pas nécessairement continuer à investir dans le projet, voulait acheter la production. Et là, Yara manifeste son désir d'avoir une participation, d'augmenter sa mise de fonds pour compléter l'étude de faisabilité, qui, soit dit en passant, si on regarde l'année 2017 qui s'amorce, bien, un des éléments qui va être discuté va être la mise à jour de l'étude de faisabilité, puis on sait que cet élément-là va certainement aider à intéresser des acheteurs au niveau de l'apatite et certainement aussi aider au niveau des négociations qui ont lieu avec un investisseur qui serait, semble-t-il, aussi opérateur de la mine. Autre chose qu'il faut regarder qui a eu lieu en 2016 puis qui va donner un résultat, on espère, positif en 2017, c'est le dossier de Champion. On sait que Champion, tranquillement, pas vite, fait avancer son dossier. Les as commencent à s'aligner. On a rencontré récemment les représentants de Champion, de telle sorte qu'on sait que leur étude de faisabilité devrait être complétée normalement d'ici la fin de l'année ou au plus tard au tout début de l'année 2017. On nous a annoncé qu'il y aurait une rencontre du conseil d'administration qui devrait se tenir dans les 3 premiers mois de l'année pour déterminer si on va de l'avant ou on attend encore un petit peu au niveau de l'investissement pour la mise à niveau du projet de Champion selon leur procédé et leur mode opérationnel qu'ils envisagent. Alors, dès donc le début de l'année, on voit que se pointe à l'horizon des décisions ou des développements dans 2 dossiers d'envergure sur lesquels on a fondé un certain espoir au cours des dernières années, puis notamment là, dans le contexte de morosité. On a toujours dit que ça réglerait pas tout. On n'a pas cette prétention-là, mais au moins, ça serait un baume sur la plaie économique là, qu'on vit depuis déjà un peu plus de 2 ans. On commence à se remettre finalement de la faillite ou de l'arrêt des activités de Cliff au Canada. Là, il y a aussi Tata Steel qui a organisé un événement à l'automne quand même avec le premier bateau qui transitait des choses du fer provenant de Shefferville. C'est quand même encourageant aussi. Là, ça, c'est du concret. Investissement Québec s'associe à Tata Steel. On a un gros joueur international qui est chez nous, là. Oui, ça a été une opération, on l'a dit, là, marketing, pour démontrer que, dans le fond, la société est en mesure de reprendre des activités après plus de 2 ans, dans le fond, où il y a eu, à proprement parler, pas d'activité dans ce secteur-là. Je tiens à souligner, là, quand même, le message que ça envoie dans le monde entier à l'effet là, que, oui, maintenant, la société est opérationnelle et est capable d'accueillir ou d'accommoder des investisseurs, notamment des investisseurs miniers dans le secteur de Pointe-Noire. J'enchaînerai en vous disant qu'il ne faut pas oublier aussi, quand on parle de grand donneur d'ouvrage, la période qu'on a pris en 2016 avec la collaboration de la Chambre de commerce pour, à travers en fait la COMAX aussi, là, de prendre le temps de rencontrer les grands donneurs d'ouvrage, d'avoir des visites effectuées par les grands donneurs d'ouvrage dans nos entreprises. Ça a permis premièrement aux grands donneurs d'ouvrage de constater la qualité de nos entreprises. Ça leur a permis de se familiariser avec ce que leurs propres fournisseurs, dans le fond, faisaient. Des fois, on n'a pas d'idée de l'ampleur de ce qui se passe dans l'entreprise comme telle. Alors, ça a été une chose intéressante et qui a amené à faire quelques pas que je dirais félicitateur entre le donneur d'ouvrage et les entreprises, notamment de voir l'expertise que l'entreprise avait, de voir que l'expertise qu'on a peut amener peut-être à rendre des services ou à vendre des biens qui sont donnés à l'extérieur de la région de cette île. Puis ça nous a amené aussi à améliorer nos façons de faire. Parce qu'une des difficultés que nos grands donneurs d'ouvrage vivent, c'est la question de la compétitivité puis la réduction des coûts de production, qui est un phénomène mondial. Puis en partageant avec nos entreprises, les grands donneurs d'ouvrage ont pu
on peut partager, puis on peut sensibiliser nos PME qui, eux, ont réagi positivement, puis ils se sont adaptés à la situation. Ça n'a pas été facile, là, ça c'est clair, mais ça fait une chose, c'est que ça nous positionne encore mieux advenant une reprise de l'économie, surtout dans le secteur du fer et de l'aluminium. Oui, je pense que ça aussi c'est un bon coup là, justement là, des rapprochements entre les PME et les grands donneurs d'ouvrages dans une région comme Sept-Îles. Pour l'avenir, c'est un bon coup. Qu'est-ce qui est le plus rempli d'espoir, Marc Brouillette, en terminant pour 2017? Là, je regarde grimper le prix du fer depuis quelques semaines quand même. C'est encourageant, à 76 $ ce matin. Là, la tonne, le fer, le redressement est palpable. Ça nous montre un peu de lumière au bout du tunnel pour 2017. On le sait, hein, le fer de la fosse du Labrador, il y a quand même une valeur ajoutée aussi, là. Oui, c'est sûr qu'on a les deux projets miniers dont je vous parlais il y a quelques instants, qui vont être des moments décisionnels importants. On a aussi, il faut pas l'oublier, la question de la phase 3 de l'aluminerie Alouette. On sait que 2017, c'est aussi une année charnière pour ce projet-là. Du côté des PME, on continue à avancer avec savoir-faire, comme on se disait il y a quelques instants. On a la table entrepreneuriale. On est en train d'évaluer l'implantation de ce qu'on appelle un incubateur d'entreprise. On est en train d'évaluer concrètement les besoins de futurs entrepreneurs, de start-up, comme on dit, pour la ville de Sept-Îles et nos PME, futures PME. Alors, il y aura encore beaucoup d'activités à tout égard, mais je pense que 2017, là, on le voit bien, c'est l'année décisive dans plusieurs des projets majeurs, puis aussi dans plusieurs orientations ou infrastructures dont on veut se doter pour supporter nos PME, parce qu'on va continuer avec la COMAC à aller de l'avant, là, comme on l'a fait dans la dernière année, faire le lien avec les donneurs d'ouvrages, avec nos entreprises, puis améliorer notre positionnement, notre compétitivité et évidemment la réduction des coûts de production. En 2017, c'est une année qui est encore très chargée, puis on espère que elle va être une année de dénouement heureux. Oui, dans ta boule de cristal, il y a des annonces peut-être pour 2017 intéressantes pour cette île. Ce qui est important, c'est que le prix des métaux continue d'augmenter quand même, hein? Oui, ben ça, c'est, comme on se disait, on va travailler sur ce quoi on a un contrôle. Malheureusement, on contrôle pas le marché du minerai de fer ou de l'aluminium. Ça, c'est pas avec notre baguette magique. Mais quand on voit le cours actuel, nous, notre rôle, c'est de faire le nécessaire pour que les dossiers avancent le plus rapidement possible et dans mesure de favoriser une décision positive, surtout si le marché se maintient le moindrement. On sait que actuellement, le coût qu'on a sur les cours pour le minerai de fer sont beaucoup plus avantageux qu'il y a à peine 18 mois. Donc, il faut faire en sorte que l'entreprise qui désire procéder à son projet, que tous les éléments gagnants soient là. Puis c'est ça qu'on fait, c'est ça qu'on a fait, puis c'est ce qu'on va continuer à faire. Alors, en 2017, on se dit, il y a plusieurs éléments gagnants sur lesquels on a travaillé avec le promoteur, puis on espère que le contexte économique, lui, va être aussi présent. Alors, croisons-nous les doigts. Notre boule de cristal nous indique jusqu'à présent que les marchés devraient être sensiblement les mêmes, mais je mets toujours la réserve, on n'a pas de contrôle là. Marc Brouillette, président de Développement économique Sept-Îles, un gros merci pour cette chronique économique. Ça fait plaisir, merci beaucoup, puis joyeux Noël à tout le monde, puis une bonne période des fêtes. La chronique économique était une présentation de Développement économique Sept-Îles. Et ça conclut notre émission Côte-Nord Attitude de ce mercredi 7 décembre 2016. Pour ceux qui se demandent pourquoi on n'a pas entendu Régent Parlier sur nos ondes, il a annoncé hier qu'il se présenterait à la mairie. Alors, il y aurait sûrement lieu de faire un petit bilan puis de parler de comment il perçoit la prochaine campagne électorale. Ben, ça va se faire demain. Demain, voilà. On a enregistré avec Régent Parlier une entrevue qui sera diffusée demain à Côte-Nord Attitude. Au revoir tout le monde.